Les Marines américains et parachutistes se dirigent vers le golfe Persique. Ce qui a commencé comme une série dévastatrice de frappes aériennes lors de l'opération Epic Fury commence à ressembler aux prémices d'une campagne terrestre. Les États-Unis se préparent à une invasion terrestre de l'Iran, et le régime de Téhéran n'est absolument pas prêt. L'invasion terrestre va tout changer, et ce qui va se passer ensuite sera incroyable. L'arrivée de forces à destination de l'Iran indique qu'une invasion terrestre est imminente. Le Télégraphe rapporte que les États-Unis ont envoyé environ 2000 soldats de la prestigieuse 82e division aéroportée dans le Golfe et qu'ils sont actuellement en route et seront prêts à intervenir si les négociations avec l'Iran échouent. Ils seront rejoints par un nombre similaire de Marines américains provenant des 31e et 11e unités expéditionnaires des Marines ou MEE, dont la première devrait arriver dans la région du Golfe Persique vers la fin du mois de mars. Ce sont toutes des unités spécialisées dans les opérations terrestres. Les unités expéditionnaires des Marines interviennent souvent en premier lors d'une invasion américaine. Ils ont joué ce rôle en Irak et en Afghanistan, et des signes montrent qu'ils pourraient agir de même en Iran, alors que les États-Unis rassemblent plus de 6000 soldats d'élite autour de Téhéran. Tout indique que des troupes seront déployées sur le terrain. Maintenant, cela changera tout pour l'Iran, et le régime le sait. C'est pourquoi nous commençons à voir des signes majeurs de désespoir du régime iranien, mêlés à des tentatives de se préparer à la possibilité qu'ils doivent affronter des soldats américains sur son territoire, à brève échéance. L'île de Karg montre clairement ses préparatifs, et suggère l'une des 4 options envisagées par les États-Unis pour attaquer l'Iran par voie terrestre. Selon le Jerusalem Post et CNN, le régime iranien tente en toute hâte de fortifier l'île de Karg en prévision du déploiement par les États-Unis de leurs MEE et de parachutistes sur l'île. Le 26 mars, le premier a rapporté que l'Iran a posé des pièges sur l'île et déplacé du personnel militaire et des défenses aériennes vers ce petit îlot rocheux, essentiel pour la ligne de vie pétrolière iranienne et le maintien du régime. Et CNN dit à peu près la même chose, tout en notant également qu'environ 90% des exportations de pétrole de l'Iran passent par cette seule île, ce qui explique le désir très clair du régime de la protéger. Sans Karg, l'argent du pétrole cesse de circuler, et le détroit d'Ormuz devient vulnérable. Des mines anti-chars et anti-personnel font partie des pièges installés sur l'île, rapporte CNN, et beaucoup de ces mines seraient utilisées pour piéger les rivages qu'un débarquement amphibie américain devrait inévitablement franchir. Le problème de l'Iran avec l'île de Karg est que la majeure partie de son infrastructure militaire vitale a été détruite lors des frappes aériennes américaines. Actuellement sur l'île, on observe une tentative désespérée de renforcer une force militaire que les États-Unis disent déjà avoir anéantie. Le 13 mars, le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient détruit toutes les installations militaires de l'île. Ce jour-là, l'Iran a perdu des bunkers de missiles et des installations de stockage de mines navales, 2 éléments essentiels à sa défense contre les forces amphibies américaines. Les défenses aériennes, un hangar à hélicoptères et la tour de contrôle de l'aéroport auraient aussi été visés. L'opération visait à paralyser la présence militaire iranienne sur l'île de Karg, peut-être en prévision du débarquement des troupes américaines, en route vers le golfe Persique sur cette île. Mais ce n'est qu'une possibilité. D'autres points seront abordés, mais le désespoir de l'Iran se voit aussi dans sa manière de négocier avec les États-Unis, ce qui pourrait mettre fin à l'opération Epic Fury. On ignore si ces négociations existent vraiment. Les États-Unis l'affirment, l'Iran dit qu'il négocie seul, puis le régime iranien déclare ne pas vouloir négocier pour l'instant. Cela ressemble à des manœuvres d'un régime inquiet de voir les États-Unis intensifier l'opération Epic Fury, tandis que Donald Trump est clairement frustré. S'exprimant sur Truth Social le 26 mars, Donald Trump a affirmé « Les négociateurs iraniens sont très différents et étranges. Ils nous supplient de conclure un accord, ce qu'ils devraient faire puisqu'ils ont été militairement anéantis, sans espoir de retour. Pourtant, ils affirment publiquement seulement examiner notre proposition. » Faux. Donald Trump a ajouté que le régime iranien devrait agir vite avant qu'il ne soit trop tard, car ensuite il n'y aura pas de retour possible et la situation sera grave. Maintenant, l'Iran ne peut pas recevoir un avertissement plus clair que celui-là. Et même si son régime essaie de faire comme s'il négociait en position de force, alors qu'il affirme que ces négociations n'ont même pas lieu, le renforcement de l'île de Karg est le signe révélateur qu'il s'inquiète beaucoup de ce que les États-Unis sont en train de lui préparer en ce moment. Plus de 6000 marines et parachutistes arrivent, mais la suite pourrait prendre tout le monde au dépourvu, surtout le régime iranien.
L'île de Karg n'est peut-être même pas visée par une invasion terrestre. Attaquer cette île n'est qu'une des 4 options envisagées par les États-Unis, alors que l'envoi de troupes au sol paraît inévitable. Le premier scénario que nous aborderons ignore totalement l'île de Karg. Le plan des États-Unis pourrait être de s'occuper du blocus iranien du détroit d'Ormuz, plutôt que d'affaiblir le régime en attaquant ses installations pétrolières sur l'île de Karg. Et pour réussir cela, les États-Unis devraient se concentrer sur les régions côtières du détroit, ainsi que sur une toute autre île qui est peut-être aussi importante stratégiquement pour l'Iran que l'île de Karg, mais pour une raison différente, car elle permet le blocus d'Ormuz. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Bien le plan. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles les États-Unis voudraient le mettre à exécution. Le blocus d'Ormuz par l'Iran a fermé une voie par où transite environ 20% du pétrole mondial, dont beaucoup vient de pays du Golfe non alliés à l'Iran. On pense que l'Iran a miné les voies maritimes établies dans ce détroit, et son blocus a entraîné une hausse des prix du pétrole jusqu'à environ $100 par baril. L'élément clé du blocus est l'approche asymétrique de l'Iran, qui n'envoie pas de navires de guerre dans le détroit d'Ormuz pour éviter la puissance aérienne écrasante des États-Unis. L'Iran utilise plutôt des drones, des missiles anti-navires et des vedettes rapides pour rendre la traversée du détroit d'Ormuz très dangereuse pour tout navire marchand. C'est alors que les forces terrestres américaines interviennent. L'Iran est capable d'exercer autant de contrôle dans le détroit d'Ormuz parce que sa côte s'étend sur toute la longueur de 5 miles de la voie navigable. Le long de cette côte, des sites de lancement de missiles cachés et des ports de fortune favorisent l'approche asymétrique de l'Iran. Donc, ce que nous pourrions voir de la part des États-Unis, c'est le débarquement de ces Marines, ou peut-être des parachutages de parachutistes, qui ont pour mission de neutraliser ou de tenir des points militaires clés sur la côte du détroit d'Ormuz, retirant ainsi à l'Iran la capacité d'utiliser ces points dans son blocus. Et ensuite vient l'île que nous avons mentionnée plus tôt. Maintenant, Keschim est une île qui surplombe le détroit d'Ormuz. C'est la plus grande des nombreuses îles de la région du Golfe Persique, bien qu'avec environ 130 km ou à peu près 80,7 miles de long, elle soit certainement vulnérable à une campagne terrestre. Vous pourriez vous demander pourquoi les États-Unis s'en soucieraient, puisque Keschim est surtout connu pour sa végétation et sa faune, raison pour lesquelles l'Iran a demandé son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. Mais derrière cette destination touristique populaire, l'Iran cache des secrets inavoués. D'après le Télégraphe, caché profondément sous les grottes de sel et les forêts de mangroves qui ont longtemps fait de Keschim une destination touristique prisée, il y a une ville souterraine de missiles où l'Iran a stocké des armes, y compris des types de munitions anti-navires, qu'il utilise pour cibler les navires marchands dans le détroit d'Ormuz. Certains tunnels de cette ville de missiles atteignent 500 mètres de profondeur. Ainsi, les armes de l'Iran sont cachées sur une île parfaitement située pour aider à bloquer le détroit d'Ormuz. Pour les États-Unis, une opération terrestre sur cette île aiderait à résoudre le problème du détroit d'Ormuz. Après des frappes aériennes, la 822e division aéroportée pourrait parachuter des soldats sur Kescham pour prendre des positions militaires et attaquer les tunnels iraniens sous l'île. Ajoutez à cela les assauts des MEE sur les pointes militaires côtiers et les passes de mitraillage des A-10 au-dessus du détroit d'Ormuz, et les États-Unis pourraient ainsi répondre militairement au problème d'Ormuz. Voici une approche possible pour la suite quand les forces terrestres américaines arriveront dans le Golfe Persique.
La suivante est plus nébuleuse, et ne propose pas la voie directe vers la victoire qu'offre cette première stratégie. Mais avant d'y arriver, ceci est un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour appuyer sur ce bouton. En deuxième position, il y a la possibilité que les États-Unis déploient des forces spéciales pour des missions ciblées en Iran, visant la destruction de sites militaires ou la capture de membres clés du personnel. Et cela, selon Ehud Alam, qui est un ancien responsable du ministère israélien de la Défense. Cependant, Alam note que sécuriser le détroit d'Ormuz semble être l'étape la plus logique pour les États-Unis. Ils pourraient venir s'emparer d'un objectif précis, détruire un radar iranien ou une installation iranienne, prendre des généraux en captivité. La différence avec cette approche, les États-Unis viseraient à affaiblir davantage les capacités militaires de l'Iran sans chercher à occuper des positions. De petites équipes opérationnelles pourraient aider ici. Et concernant l'extraction des dirigeants, nous avons vu les États-Unis réussir ce genre d'opération tout récemment. Ce n'est qu'en janvier que les forces spéciales américaines ont capturé l'ancien président du Venezuela, Nicolás Maduro, lors d'une opération d'extraction qui a pénétré au cœur même de Caracas. Donc les États-Unis peuvent capturer des dirigeants. Maintenant, savoir si les MEE et les parachutistes qu'ils envoient en Iran en sont capables est une autre question. Aucune de ces unités n'est conçue pour cela, même si les parachutistes peuvent affaiblir des infrastructures militaires, peut-être en préparation de frappes aériennes ultérieures. Il faut aussi se demander si l'extraction d'un dirigeant iranien serait utile à ce stade. L'opération Epic Fury et l'opération Roaring Lion ont déjà éliminé l'ancien guide suprême Ali Khamenei lors du premier jour de la guerre avec l'Iran, et des dizaines d'autres responsables militaires et figures politiques ont été éliminés dans les jours qui ont suivi. On pourrait avancer que l'extraction d'un dirigeant iranien, tel que Mujtaba Khamenei, fils d'Ali Khamenei et nouveau guide suprême, offrirait aux États-Unis un certain levier dans les négociations. Mais il est tout aussi probable que l'Iran continue avec une direction divisée, comme pendant l'opération Fureur épique. Quelques frappes ciblant des nœuds militaires en Iran sont désormais possibles. Extraire des dirigeants semble moins probable, surtout avec les forces envoyées par les États-Unis dans le golfe Persique. Et cela nous amène à la troisième option, qui à son tour nous ramène à l'île de Kharg. Nous avons déjà évoqué les avantages de déployer des troupes au sol sur l'île de Kharg. C'est une île, ce qui en fait un terrain idéal pour les MEE et se prête au largage de parachutistes sur des positions clés de Kharg. S'ajoute la question des 90% des exportations pétrolières iraniennes. Si les États-Unis contrôlent les installations pétrolières de l'île, cela étouffera l'économie iranienne et leur donnera un levier pour forcer la levée du blocus du détroit d'Ormuz. Ou cela mènera à la faillite du régime iranien et à sa capitulation. Les deux options conviennent aux États-Unis. Une invasion de l'île de Kharg est désormais possible, selon l'ancien commandant du CENTCOM Joseph Fautel, à The War Zone. Sur une petite île comme Kharg, un bataillon de marines ou de soldats pourrait sûrement faire cela. Donc, vous envisagez probablement entre 800 et 1000 soldats à peu près cette taille-là, peut-être un peu moins. Probablement pas beaucoup plus que ça, affirme Fautel. Encore une fois, c'est vraiment une opération taillée pour une MEE. Et si Fautel a raison, les États-Unis n'auraient même pas besoin de la force complète des deux MEE qu'ils envoient en Iran pour prendre l'île de Kharg. Cependant, prendre l'île de Kharg n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est ceci. Tenir cette île qui se trouve à seulement 20 miles environ de la côte iranienne serait une cible facile pour les lance-missiles et d'autres types d'attaques venant du territoire iranien. The Atlantic souligne que cette proximité avec l'Iran, combinée au fait que la base alliée la plus proche se trouve à environ 140 miles, pose des problèmes. Cela pourrait placer les forces terrestres américaines dans une situation où elles essaient de tenir l'île de Kharg tout en étant constamment sous attaque, et en devant gérer des missions de ravitaillement qui comporteraient forcément beaucoup de risques. Des drones et missiles voleraient sans cesse, rendant difficile un soutien logistique rapide des États-Unis. Cependant, ce sont des problèmes qui peuvent être résolus, surtout si les États-Unis établissent un blocus autour de l'île et transportent suffisamment de défense aérienne pour la sécuriser au mieux contre la riposte iranienne. Si l'Amérique y parvient, l'effort pourrait en valoir la peine, car le régime iranien ne survivra pas très longtemps, et il en sera de même pour le corps des gardiens de la révolution islamique, s'il n'a pas accès à l'argent généré par les exportations de pétrole. Même si l'île de Kharg paraît la plus évidente des trois options, car les États-Unis ont déjà attaqué ces installations et menacé de recommencer, une quatrième option existe. Entrer en Iran et s'emparer de son uranium. Parmi les quatre options,
Ce serait la plus difficile, car cela impliquerait d'envoyer des forces spéciales au cœur de l'Iran pour prendre le contrôle des bunkers souterrains, où est stocké l'uranium enrichi de l'Iran. C'est bien plus qu'une mission de destruction ou d'extraction. Les États-Unis devraient avoir suffisamment de soldats sur le terrain, non seulement pour prendre le contrôle des sites d'uranium, mais aussi pour les tenir face aux contre-attaques iraniennes inévitables. Votel souligne que des sites comme Ispahan et Natanz, situés à des centaines de miles à l'intérieur des terres, sont en zone de plaine ouverte sans réelle protection naturelle. Une force de 1000 à 4000 soldats serait nécessaire pour sécuriser ce site assez longtemps, afin d'extraire l'uranium enrichi. Les États-Unis auraient aussi besoin d'ingénieurs et de spécialistes pour assurer une extraction sûre. Maintenant, tout comme pour la question du ciblage des dirigeants iraniens, il faut se demander si les ME et les parachutistes sont conçus pour ce type d'opération. Cela semble plutôt relever de la Delta Force ou des Navy Seals, peut-être avec le soutien des ME et des parachutistes. Qui sait? Ces forces spéciales sont peut-être déjà en route, les États-Unis ne le disent simplement à personne. Ce qui a été révélé pourrait servir de démonstration de force, tandis que des unités secrètes de forces spéciales pourraient aussi être déployées pour des missions que les Marines et parachutistes connus n'accomplissent pas. Si les États-Unis choisissent cette voie, les grands risques pourraient aussi offrir de grandes récompenses. Le programme nucléaire iranien a été un facteur déclencheur majeur de l'opération Epic Fury. Bien que l'on ne pense pas que l'Iran dispose actuellement de capacités d'armes nucléaires, il est clair qu'il travaille à se mettre en position de pouvoir construire une bombe nucléaire basique. Et cela est évident rien qu'à la taille du stock d'uranium enrichi présent dans le pays. Selon le Centre pour le contrôle des armements et la non-prolifération, ce stock s'élève à 440,9 kg, soit environ 972 livres d'uranium, enrichi jusqu'à 60% de l'isotope U-235. C'est l'isotope explosif qui rend possible la fabrication des types d'armes nucléaires que l'Iran voudrait construire. Et pire encore, selon le centre, l'Iran a déjà accompli 99% du travail nécessaire pour enrichir davantage son uranium, afin d'atteindre les 90% du 235 requis pour fabriquer une arme nucléaire. L'Iran affirme ne pas posséder d'armes nucléaires, ce qui est peut-être vrai, mais il pourrait en fabriquer une. Les États-Unis pourraient vouloir résoudre ce problème en envoyant des soldats en Iran pour extraire un maximum d'uranium enrichi, mais ce ne serait pas une opération rapide. Ils auraient besoin de plusieurs jours pour emballer et extraire l'uranium iranien, nécessitant de défendre leurs troupes durant la mission. Chacun des 4 scénarios présentés ici changerait tout pour l'Iran, et l'opération Epic Fury. Cela représenterait le type d'escalade auquel le régime iranien ne s'attendait pas, chacun étant également conçu pour priver l'Iran des leviers essentiels qu'il souhaite utiliser pour assurer sa survie dans ce conflit. Perdre l'île de Karg, c'est la fin des revenus pétroliers. Le déploiement de troupes américaines dans le détroit d'Ormuz et à Keshim compliquerait la stratégie de blocus de l'Iran. Le retrait des dirigeants renforce le pouvoir de négociation des États-Unis. La perte de son uranium enrichi, probablement accompagnée de la destruction contrôlée de centrifugeuses et autres équipements vitaux, paralyserait les plans nucléaires de l'Iran. Cela pourrait aussi rapprocher l'Iran d'un changement de régime. S'adressant à CBN News, Doron Kempel, ex-commandant adjoint de l'unité des forces spéciales Sayaret Matkal d'Israël, affirme que certains généraux des gardiens de la révolution islamique sont probablement frustrés et prêts à faire défection. Il précise que les États-Unis et Israël auront des agents infiltrés sur le terrain pour favoriser ces défections. Au moment décisif, lorsque l'effondrement des gardiens de la révolution islamique sera imminent, ces généraux pourraient rallier leurs forces, rejoindre les agents du Mossad et de la CIA et déclencher une révolution interne à grande échelle de l'intérieur, explique Kempel à CBN News. Peut-être que la présence de soldats américains sur le terrain pourrait constituer ce moment décisif. Maintenant, si cela se produit, le régime iranien ne perdra pas un levier clé, quelle que soit l'option choisie par les États-Unis. Il serait également prêt à perdre le siège même du pouvoir qu'il détient depuis des décennies. Il semble presque certain que la plus grande invasion terrestre américaine de l'histoire de l'Iran est imminente, ce qui pourrait tout bouleverser. Nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises les ME américaines, et si vous voulez en savoir plus sur ce qu'elles sont et ce qu'elles pourraient faire en Iran, alors regardez notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pendant que nous suivons les mouvements des États-Unis alors qu'elles s'apprêtent à passer à une phase terrestre de l'opération Epic Fury.